On a mis en place depuis quelque temps des webinaires réguliers de façon à essayer de vous tenir informés, chargés de mission et opérateurs des projets alimentaires territoriaux en Hauts-de-France. On essaye d'y apporter régulièrement des points techniques auxquels vous êtes confrontés dans la conduite de votre projet. Donc pour ce matin, on remercie nos deux intervenants, Éric Torel et Clotilde Bulté. Et puis, sans plus attendre, je vous propose d'avancer et d'avoir dans un premier temps la présentation par Éric Torel. Bonjour à tous, donc Éric Torel, je suis avant tout secrétaire général au lycée Voltaire à Vannes et de manière globale très engagé dans tout ce qui touche à la restauration collective. Et donc l'idée c'est de vous présenter à la fois la PASP en tant qu'association et surtout ses interventions auprès des différents acteurs de la restauration collective, quelle qu'elle soit, voilà, quels que soient les interlocuteurs, et en l'occurrence là, les EPCI. Donc rapidement, on a dans le laps de temps trois points. D'abord, vous présenter la PASP et comment on en est arrivé à ce qui va être raconté par la suite. Des choses plus techniques ensuite avec la présentation d'une méthode la méthode ABC, qui est une des méthodes de comptabilité analytique. Et ce qui va peut-être être le plus intéressant au final, c'est les conclusions de la mise en œuvre de cette méthode appliquée à la CCSA, et les conclusions et l'utilisation qu'on peut faire des premières analyses, même si c'est Clotilde qui présentera beaucoup plus en détail les résultats sur le terrain. Donc la PASP, déjà cet acronyme, c'est Association pour l'achat dans les services publics. Je pense que tout est dans le nom de l'association. C'est une vieille association, elle date des années 60, et au départ, c'est l'émanation du ministère des Finances qui souhaitait trouver un biais pour former les acheteurs publics. On parle d'un temps c'est avant la naissance du premier code des marchés publics. Et au fil du temps et de l'organisation régionale de l'association, se sont mis en place toutes les activités que peut mettre en place une association qui vise à former ses adhérents. Des séminaires, des matinales, des revues de presse, aujourd'hui des webconférences, des webinaires, voilà, enfin, tout ce qui se fait aujourd'hui. Euh, et à travers nos activités d'acheteurs, petit à petit s'est détaché un certain nombre d'adhérents qui ont poussé le bouchon sur les problématiques de la restauration. On est passé de l'achat au groupement d'achat. Et on s'est aussi questionné sur les coûts de fonctionnement de nos restaurations, en lien principalement avec la décentralisation des établissements scolaires, des établissements du second degré, où petit à petit venaient se percuter les obligations à la fois de l'État et de la collectivité sur le fonctionnement de nos budgets. Et donc, il y a une petite dizaine d'années, de ce fait, on est quelques-uns à avoir été formés à l'ensemble de la méthodologie de la comptabilité analytique, et principalement au coût complet. Ce qui fait que aujourd'hui, on est à peu près en mesure de déployer cette méthode sur globalement l'ensemble des activités des structures, que ce soit évidemment principalement de la restauration, mais pas que. Euh, Par exemple, l'autre jour, on s'est posé la question sur des activités de blanchisserie. Ça pourrait être intéressant aussi. Enfin voilà. Donc les sujets sont vastes. Pour autant, la méthodologie, euh, vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué. C'est relativement, comment, pas compliqué à appréhender. Le plus compliqué réside plus dans la collecte des informations. Donc la méthode ABC, c'est de l'anglais, et c'est l'analyse des coûts par l'activité. Donc on a bien compris que c'est l'activité qui allait être l'élément moteur de l'analyse. Et ce qui est demandé enfin, quand on commence à réfléchir avec la structure qui nous sollicite, la première chose, c'est de réfléchir le plus précisément possible à l'ensemble de ces activités, c'est-à-dire l'ensemble des tâches
quelque part, qui concourt à réaliser au bout du bout ce dont on cherche le coût, à savoir une prestation. Euh, voilà. Donc, le plus simple, c'est de commencer en général par l'entrée. Voilà, si on prend la restauration, on va dire, voilà, pour que le repas existe à la sortie, pour qu'on sache combien coûte un repas produit, de quoi on a besoin. On a besoin de denrées. Si on a besoin de denrées, c'est qu'on les commande. Ça veut dire qu'en amont, il y a des tâches d'approvisionnement, de sourcing, de marché public, machin. Après, il y a des tâches de stockage, il y a des tâches de fabrication, voilà. Donc, l'ensemble des étapes, on doit les lister, quitte à ce que, au final, on se rende compte que certaines sont anecdotiques et que ça vaut peut-être pas la peine de se pencher dessus. Ou éventuellement regrouper quelques-unes, donc l'ensemble des fonctions support. On peut mettre dans une espèce d'activité valise, par exemple, mais une fois de plus, hein, selon la structure, euh, voilà, administration finance, ça peut faire un seul package, tout comme on pourrait décortiquer ceux qui s'occupent de l'achat, enfin les personnes de secrétaire qui s'occupent de l'achat, ceux qui s'occupent de la mise en paiement, ceux qui s'occupent de l'encaissement des prestations, enfin voilà. C'est à très grosse géométrie variable. Le but du jeu étant de retenir l'activité qui colle au mieux à ce qui est recherché. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est d'aller chercher parmi les 4 types de ressources qui ont été identifiées, donc les ressources humaines, les ressources comptables, les ressources mobilières et les ressources immobilières, tout ce qui, dans chacune de ces ressources, va concourir à permettre que l'activité se réalise. Concrètement, pour réussir la pro, on a besoin de personnes parce que il faut bien que quelqu'un saisisse les commandes sur le PC ou passe les coups de téléphone, mais on a besoin de quelques mètres carrés, on a besoin d'un PC, potentiel peut-être d'un logiciel dédié, etc., etc. Donc on liste tout ça, et après le but du jeu, c'est de recaser tout ce qu'on a listé par typologie. Donc, on va dire que voilà, la personne qui passe la commande, c'est une ressource RH à valoriser en temps de travail et en euros. Le PC, ça sera une ressource mobilière. Les mètres carrés, ça sera des ressources immobilières. Et la location du logiciel, ça sera des ressources comptables. Donc, vous voyez ce que je dis. Techniquement, c'est pas compliqué. Par contre, très vite, on peut se retrouver à aller chercher un nombre de données relativement important. C'est pour ça qu'éventuellement, on peut après essayer de resserrer un peu on peut peut-être avoir une maille un peu plus lâche. Et donc le but du jeu, c'est de valoriser l'ensemble de ces données et de se dire, voilà, j'ai besoin de tout ça pour faire de la pro, j'ai besoin de tout ça pour faire de la fabrication, j'ai besoin de tout ça pour faire du nettoyage ou de la maintenance ou de la distribution. Enfin voilà, vous avez, je pense, compris le système. Au bout de tout ça, le tableur nous permet de dire, l'activité fabrication, elle coûte tant. Et le temps, c'est donc l'accumulation des coûts de RH, des coûts comptables, des coûts mobiliers, des coûts immobiliers. Voilà. Et une fois qu'on a le coût de chacune de ces activités, le but du jeu, ça va être de se dire comment ça concourt, comment ça fonctionne par rapport à ma prestation. Donc ça peut être des choses très proportionnelles. Si j'ai 2 types de prestations, c'est au prorata du nombre de prestations, et puis voilà. Tout comme on peut aussi imaginer qu'il y ait des questions de complexité, par exemple, ou voilà, potentiellement de complexité, ou de savoir-faire, enfin de choses comme ça, qui font que ça ne sera pas le prorata des prestations qu'on va compter, mais on va majorer ou minorer une des prestations. Mais c'est pas, le but du jeu n'est pas de tricher, le but du jeu est de retracer la réalité. Voilà. Donc on a bien, je ne sais pas si vous imaginez, mais on a deux gros pavés. D'un côté, on va avoir toutes les ressources qui vont partir dans tous les sens sur les activités qui vont se trouver au milieu. Et une fois qu'on aura les activités, le coût des activités, elles vont venir de manière assez beaucoup plus simple pour la peine, être ouais, proportionnalisées sur les prestations. Et une fois qu'on aura tout ça, on divise le coût obtenu par le nombre de prestations et on arrive à un coût unitaire. Voilà. Donc, euh, l'avantage de cette méthode, c'est qu'en fait, on peut aller chercher les coûts à peu près partout et on n'est pas obligé d'avoir une seule entité derrière. Il peut y avoir des ressources qui viennent de plusieurs collectivités, de plusieurs propriétaires, prestataires initialement.
soit par des coûts comptables, soit par des coûts des recours de location, soit simplement par des estimations. Alors, pourquoi on aime bien cette méthode? Tout simplement parce qu'elle nécessite très peu de moyens. Il faut du temps, certes, mais c'est à peu près tout, parce que le reste, il suffit d'avoir un tableur Excel et ça fonctionne. Euh, Elle est totalement adaptée au service, même peut-être plus au service qu'au système industriel, ce qui fait que quand on parle aux collectivités et à l'ensemble des services publics, bah, ça marche plutôt bien. Voilà, on parlait tout à l'heure des systèmes de blanchisserie et autres. On veut savoir si ça vaut la peine de mutualiser ou de pas mutualiser, ou juste est-ce que mon service est, combien coûte mon service parce que j'ai besoin d'identifier je ne sais quoi dans mon budget. Ça marche plutôt pas mal. On veut savoir combien fonctionne, comment coûte. On a beaucoup appliqué ça à une certaine époque dans les établissements scolaires, nos services repro, parce que c'est un bon petit budget. Bon, voilà, vous voyez, c'est relativement, ça peut un peu partir dans tous les sens en termes d'utilisation, et pour autant, la méthode reste la même. C'est, on découpe, on veut savoir quelles sont les activités, qu'est-ce qui permet que cette activité soit réalisée en allant chercher les quatre typologies de ressources, et après on calcule et on déverse. C'est pas, y a rien de compliqué. Euh, En fait, ensuite, l'avantage de cette méthode, c'est que comme c'est un tableur, qui fait tout le calcul. Une fois qu'on a posé tous nos éléments chiffrés, on a un T0, c'est-à-dire la transposition en comptabilité analytique de la façon dont fonctionne la structure sur l'étude qui est menée. Mais évidemment, il suffit de changer quelques chiffres et on passe de la réalité à des hypothèses de travail. On veut savoir ce qui se passe si on fait plus de repas. On veut savoir ce qui se passe si on fait moins de repas. On veut savoir ce qui se passe si on décide de travailler, de se donner de l'aise et de travailler sur plus de mètres carrés. Si on passe de tout électrique à tout gaz. Enfin voilà. Ou de tout gaz à tout électrique, ça serait plutôt ça à parler actuellement. Enfin voilà. Donc, une fois qu'on a fait un T0, il faut surtout bien sacraliser ce fichier parce qu'on n'a pas envie de refaire le travail deux fois. Mais par contre, on peut partir sur plein de façons de travailler, plein d'hypothèses de travail. Et après, bah, on regarde les incidences de chaque paramètre qu'on a fait varier. Alors, mener sur les restaurations et les mutualisations, parce qu'on a fait les deux, et ces derniers temps plutôt de la mutualisation. Euh, voilà les premières tendances qui se dégagent sur le fonctionnement des restaurations. Le premier, c'est, alors on peut dire les collectivités, ouais, investir dans une cuisine centrale ou autre, ça coûte, certes, mais ça s'amortit sur le temps long, et au final, dans l'analyse des coûts, on s'aperçoit que c'est la ressource humaine qui est finalement un impact fort. Le deuxième, alors ça pourrait paraître contre-intuitif, parce qu'on pense que la restauration, c'est plus il y a de repas, plus ça coûte, moins il y en a. C'est pas forcément vrai. Il y a énormément de charges fixes, et du coup, bah, l'objectif va être de faire en sorte que ces charges fixes, dans chaque repas, finalement, coûtent le moins possible. Et du coup, on en arrive à la conclusion que plus il y a de repas, et mieux ça va se passer. Alors pourquoi il y a beaucoup de charges fixes, malgré tout? Parce que les RH fonctionnent par palier. C'est pas parce qu'on fait 15 repas de plus par jour qu'on va embaucher. Donc le but du jeu va être de trouver le nombre de repas qui permet d'optimiser le coût RH. C'est une quasi charge fixe. Et après, le matériel, les mètres carrés, c'est un certain nombre de dépenses sont des charges fixes. Les contrats d'ératisation, les contrats de maintenance, les contrats de ceci, cela. Au final, qu'on fasse 10 repas ou qu'on en fasse 1000, du moment qu'on est dans la même structure, ça coûtera à l'établissement la même chose. Par contre, ramené au nombre de repas produits derrière, l'impact ne va pas être le même. Donc ça, c'était la deuxième petite peut-être surprise, on va dire. Et la troisième, c'est que quand on met en place une mutualisation, ça veut dire que les repas ne sont pas tous distribués au même endroit et qu'il faut mettre en place dans la description de la prestation, comme ça a été évoqué tout au début, une activité transport.
Et là c'est encore plus violent que les deux premières remarques, les deux premières conclusions. C'est que le transport, ça coûte extrêmement cher. Pour deux raisons. La première, c'est que le coût RH, il est conséquent. Le coût matériel, un camion, un machin, comme on sait très bien qu'il ne va pas être acheté que pour les quelques kilomètres qu'il va faire pour ça, il va être, voilà, il va y avoir d'autres heures de transport, d'autres heures où il va rouler. Donc, c'est pas forcément ça qui coûte le plus cher. Par contre, la RH, ça coûte cher. Et le transport coûte d'autant plus cher que potentiellement, on peut se retrouver à distribuer un nombre de repas très faible. Si on met 20 ou 25 repas dans un camion qui va faire 20 kilomètres, ça prend du temps RH parce qu'il faut y aller, il faut décharger, il faut revenir, ça coûte. Et tout ça, on va le diviser par un nombre de repas très faible. Donc, ça, c'était pas forcément, on n'avait pas forcément ça en tête. Du coup, une fois qu'on a fait notre T0, on va mettre en place les simulations. On va chercher à simuler différents paramètres. Et compte tenu des conclusions qu'on a effectuées, le but du jeu des simulations, ça va être de trouver comment faire baisser le coût du repas transport. Donc là, on devine bien que le but du jeu, ça va être de mettre plus de repas, ou en tout cas d'optimiser le ratio nombre de repas kilomètres. Et l'autre solution, ce sera d'optimiser en production, optimiser le matériel et optimiser le nombre de TP, de façon à ce que on ait sur ces parties charge fixe déjà bien réfléchi à ce qu'il faut faire. Et la, la dernière petite ressource qui nous donne un petit peu d'air, c'est que si on part de l'analyse d'une restauration qui aujourd'hui fonctionne en direct avec un prestataire en liaison froide, passer par une cuisine centrale mutualisée à la liaison chaude, c'est gagner de l'énergie, parce que la liaison froide, ça veut dire qu'il faut réchauffer, et c'est du temps, parce que le temps que les plats réchauffent, on mobilise une personne en RH en satellite. Et passer en liaison chaude, ça veut dire qu'on peut retarder l'heure d'arrivée des personnels sur la partie satellite et que c'est juste du maintien en température et non pas de la réchauffe. Donc ces gains-là globaux sur la partie coût en satellite, c'est aussi un des biais qui permet de compenser le coût du repas, le coût du transport, pardon. Voilà. Et donc, à votre écoute pour des questions, des remarques, soit sur la présentation, soit sur d'autres sujets qui pourraient vous venir à l'esprit. Merci Eric pour Je ce pense, temps je de pense présentation. avoir tenu le chrono. J'ai pas Tout à osé, fait. j'ai pas osé jeter Euh, trop d'œil. la présentation a été tout à fait menée dans le cadre temporel qu'on avait défini. Donc merci beaucoup Eric. Pas de C'était souci. assez bien clair sur l'analyse en coût complet et l'intérêt qu'il y a de l'appliquer pour en effet aider à la décision de prendre cet angle d'analyse donc élargi pour pouvoir savoir où en effet il y a lieu d'intervenir, sur quels paramètres l'on peut jouer. Donc, on va inviter maintenant Clotilde Bulté de la communauté de communes de Sud-Artois de nous présenter les éléments. Et donc, Clotilde, je reprends la main sur le partage de documents ici, finalement, si cela te convient. Et donc, oui, Eric, vous avez arrêté Voilà. le partage. Parfait. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je suis Clotilde Bulté, en charge du projet alimentaire territorial sur la commune de Com du Sud-Artois. Le Sud-Artois, c'est au sud d'Arras. Donc, au-dessus de nous, il y a la communauté urbaine d'Arras. J'ai vu Céline qui était connectée. Donc voilà, nous, on est en dessous, c'est Bapaume et c'est un territoire très rural. Donc ça, c'est un peu le paysage du Sud-Artois. Donc, on a, enfin,
la vice-présidente Véronique Thiebaud, et aujourd'hui ce sont de nouveaux élus qui sont en charge de ça, mais qui ont bien suivi le projet. Donc on souhaitait relocaliser la fabrication des repas pour les cantines scolaires du premier degré. Pourquoi donc, le premier constat, c'est que toutes les cantines scolaires du premier degré faisaient livrer des repas froids, donc à partir d'une cuisine centrale située à plus de 60 km de notre territoire. Et on avait du gaspillage alimentaire. Moi, je suis arrivée il y a 7 ans à la com de com sur l'animation d'un régal, un réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on a fait des diagnostics dans les cantines. Et en fait, le constat est qu'il y avait du gaspillage alimentaire supérieur à la moyenne nationale. Et ensuite, grâce à un diagnostic des restaurations collectives, on s'est rendu compte que sur notre territoire, la majorité des restaurations collectives, toutes confondues, étaient plus ou moins gérées par un prestataire, une société de restauration. Donc on a tout ce qui est scolaire, accueil de loisirs, mais aussi tous les établissements médico-sociaux, EHPAD, maisons d'accueil spécialisées, ESAT. Donc c'était surtout un prestataire voilà, qui gérait ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on passe les quiz, Xavier, parce qu'il y a une question justement là-dessus sur jusqu'où va ce qu'on appelle prestation concédée, et c'est plus tard. Mais le son. C'est le son. Ok. J'allais justement à la recherche des quiz, justement. Donc, je vais le partager. Un instant, juste que je remette la main dessus. Après, je sais plus si c'est la première question là-dessus, mais ou alors je finis la deuxième partie de ma slide et puis on le met après parce que je vois qu'on parle de la loi Egalim. Je me souviens, il y a une question là-dessus. Et donc, Ok. en fait, le projet de relocaliser la fabrication des repas, c'était donc pour réduire le gaspillage alimentaire, notamment en améliorant la qualité gustative. Euh, Puisque si c'est cuisiné localement, voilà, on se dit que, enfin, en fait, le souhait, c'était clairement de passer en liaison chaude. Comme ça, on améliore la qualité nutritionnelle, mais aussi gustative des repas. Et puis, surtout, ça permet aussi de relocaliser les approvisionnements, puisqu'on ne pouvait pas avoir, par exemple, les légumes du Sud Artois dans les assiettes, vu que les repas étaient cuisinés à 60 km de là. Même si le prestataire fait travailler des producteurs locaux, c'est des producteurs locaux de sa cuisine centrale. Les nôtres, ça vaut pas le coup d'aller vendre leurs légumes là-haut. Donc voilà, nous, l'intérêt, c'est que les productions locales se retrouvent dans les assiettes. Donc là, on est sur le localisme. Et puis, parmi les producteurs, bah, l'idée, c'était aussi que les bio puissent mettre leurs denrées bio dans les assiettes. Et là, on est sur un critère Egalim qui n'est pas atteint, hein, clairement, sur le territoire. On n'est pas du tout auto-Egalim. Du coup, peut-être le quiz. Alors, c'est moi qui pose la question. Vas-y, c'est plus simple, oui. Donc, les produits locaux, est-ce que c'est un critère de la loi Egalim? Question facile, normalement. Je pense que il y a 14 réponses. On peut afficher le résultat. Alors, la majorité dit non. Effectivement, c'est pas dans les critères de la loi Egalim. Il me semble que cette année, il y avait une question sur la plateforme Ma Cantine, sur les produits locaux. Mais la loi Egalim ne fait pas rentrer le critère du local dans les critères Egalim, tout simplement parce que c'est compliqué d'avoir une définition ferme du local. Voilà, donc entre régional, hyper local, français, on ne sait pas trop. Il y a encore, je ne sais pas bien ce qu'il y a encore visible ou pas. Il y a- Du coup, il y avait une question sur, je sais plus, j'aurais dû les noter les questions. La question, tu mets du son? La question suivante, c'est sur la télédéclaration Ma Cantine.
Et donc, elle interroge sur quelles sont les natures de cantines qui doivent procéder à cette télédéclaration. Vous Du coup, avez ça revient un peu à ce que je disais. Ouais, tu peux le mettre. Alors, donc, est-ce que la télédéclaration sur ma cantine est obligatoire pour les restaurants collectifs qui cuisinent eux-mêmes, les restaurants collectifs qui achètent des repas déjà préparés, les cuisines centrales? Ah oui, mais t'as mis choix unique. Ah, Sauf qu'il y a plusieurs réponses possibles. ah là là. C'est super ce truc. C'est pas grave. On va voir s'il y en a qui se répondent pas du tout à la restauration collective. Étant donné que j'ai mal paramétré le questionnement, je te propose, on va partager les réponses et tu pourras avoir un élément de réponse. Ouais. Partager les résultats normalement. Ça n'arrive pas. Du coup, la télédéclaration sur ma cantine, elle est obligatoire effectivement pour les restaurants qui cuisinent, mais aussi pour ceux qui achètent des repas déjà préparés. Et aussi pour les cuisines centrales. Donc en fait, tout le monde qui a une action dans la restauration collective doit télédéclarer sur ma cantine. Donc au niveau des PAT, si vous avez encore des élus locaux qui ne font que acheter des repas en liaison froide, qui disent c'est pas à nous de le faire, c'est à la cuisine centrale, c'est possible de demander à la cuisine centrale de faire la télédéclaration pour le compte de le restaurant satellite. Mais je sais que nous, on a privilégié le fait que chacun fasse sa télédéclaration. Ça permet une maîtrise un peu voilà, des réponses. Mais on obtient des informations de la cuisine centrale. Bon, c'est le sujet d'un autre webinaire, forcément. On peut peut-être passer à la suite. On va aller un petit peu plus vite. Voilà. Du coup, pour relocaliser donc les repas pour les cantines scolaires, on s'est appuyé sur des opportunités. Forcément, on n'a pas décidé ça du jour au lendemain. En fait, on avait un établissement médico-social qui est privé associatif, une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes plus du tout autonomes, complètement dépendantes, handicapées, dépendantes. Et elle souhaitait mutualiser sa cuisine surdimensionnée. J'ai mis en jaune à chaque fois qu'on parle un petit peu de mutualisation, qui est le sujet du webinaire. Voilà, une cuisine surdimensionnée, donc ça coûte. Donc voilà, ça faisait un moment qu'elle nous évoquait ça. Ensuite, on a travaillé justement avec l'APASP à une formation sur la commande publique auprès des élus locaux, des gestionnaires de restauration collective. On leur proposait une petite formation. Et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'établissements qui avaient une contractualisation un peu hors cadre. Ils n'avaient pas renouvelé le contrat, c'était des renouvellements tacites, on avait dépassé les 40 000 euros, enfin, il n'y avait pas de marché, pas de mise en concurrence, beaucoup de choses comme ça. Et en plus, la loi Egalim est arrivée avec beaucoup de questions, et puis surtout, ça a été pris au début forcément comme des contraintes sur le taux d'approvisionnement, le gaspillage alimentaire qu'il faut mesurer parce qu'il faut justifier, etc. Et ensuite, on avait également l'opportunité, en fait, on a mis en place un groupement de commandes de repas. Nous, comme de com, on gère des accueils de loisirs, donc on commande des repas pour les accueils de loisirs. On a proposé aux élus des communes et groupements de communes RPI, donc des CIVU, etc., de se grouper pour faire un cahier des charges, un marché public,
qui permettent de proposer beaucoup de repas et d'avoir davantage de réponses de sociétés de restauration, plutôt que, imaginez un RPI qui a 60 repas par jour qui demande à des prestataires tout seul dans son coin, il peut y avoir 0 prestataire qui répondent parce que ça les intéresse pas de venir pour un camion tous les jours avec quelques repas à l'intérieur. Et de ce fait aussi, on a pu du coup bien travailler sur le cahier des charges, mais on est uniquement sur voilà, la rédaction du marché. Ensuite, chaque cantine scolaire est maîtresse, en tout cas, décide elle-même de ses commandes, elle reçoit ses propres factures. Après, voilà, nous, on n'a pas la compétence restauration collective, uniquement sur nos accueils de loisirs, en fait. Donc, chacun est libre ensuite du fonctionnement, mais par contre, voilà, ce groupement permet quand même voilà, d'avoir davantage de repas à commander, un cahier des charges plus exigeant, et puis aussi un poids sur le prestataire et des réunions régulières avec les membres du groupement de repas qui permettent de remonter des problématiques. Voilà, il n'y a pas assez de sauce, etc. Et on peut réguler ça par le biais du groupement de commandes. On peut passer à la suivante. Donc là, on a les étapes pour pouvoir relocaliser les repas. Donc, avec la PASP, on a d'abord lancé une étude d'opportunité. Finalement, est-ce que ça paraît opportun de relocaliser les repas? Donc, on a cherché à savoir qui cuisine, qui consomme, combien de repas voilà, peuvent être cuisinés ou consommés, où est-ce que ça se passe. Et du coup, on en vient aujourd'hui à avoir décelé 2 cuisines qui peuvent cuisiner des repas localement, des repas supplémentaires à ce qu'elle cuisine déjà pour ses propres convives. Et en face, on a un besoin en nombre de repas au niveau des restaurations scolaires qui correspondrait au potentiel de ces 2 cuisines de repas supplémentaires. Entre deux, je vous ai mis en dessous les schémas par lesquels on est passé, qui nous présentent un petit peu. À gauche, plutôt les lieux où on fait des repas. Donc il y a des aujourd'hui qu'on appelle cuisine centrale, mais en fait au départ c'est pas des cuisines centrales, ils n'ont pas encore l'agrément. Donc ceux qui cuisinent, et puis à droite c'est ceux qui consomment. Donc on a il y a des communes, il y a des groupements, il y a des accueils de loisirs, il y a les convives des établissements, et puis voilà, différents statuts, différentes modalités de fonctionnement. Et aujourd'hui, on voit en rouge ce qu'on a réussi à passer en repas en liaison chaude. Et en bleu, les flèches bleues, c'est ce qui reste en repas en liaison froide. Et les pointillés, c'est ce qui est encore en liaison chaude, mais qu'on aimerait bien passer en liaison... Non, qui est encore en froide, qu'on voudrait passer en chaude, pardon. Et à droite, c'est une carte parce qu'on s'est demandé où étaient faits les repas, parce que si on veut passer en liaison chaude, il faut s'inquiéter un peu du circuit de livraison. Voilà, on va pas faire tout le tour du territoire pendant 4 heures, c'est pas possible en liaison chaude, il faut que rapidement les repas ils arrivent dans la cantine. Donc, avec nos 2 cuisines qui peuvent cuisiner des repas en plus, c'est les petits losanges bleus, il y en a un au nord du territoire et un à l'est. À partir de ces 2 cuisines, on essaye d'imaginer jusqu'à quelle cantine les repas pourraient arriver. Donc les repas, c'est les petits rectangles colorés avec on imagine à terme des circuits de livraison, le circuit jaune, le circuit bleu, le vert. Et pour la cuisine plus au sud, le circuit rouge. Voilà. Tout ça, c'est des hypothèses. Voilà, c'est un peu la méthode de travail. On peut passer? Donc ensuite, on a réalisé une étude de faisabilité, c'est-à-dire là, avec la PASP et le fameux coût complet, la méthode ABC, là qui est devenue très concrète puisqu'on a calculé quel est le coût du repas, quels sont les moyens existants, quels investissements faudrait prévoir, par quelles étapes on va passer, comment on peut régler ça au niveau juridique. Donc résultat, en fait, cette fameuse méthode ABC, elle permet vraiment de montrer qu'un repas, finalement, on arrive toujours à un coût de 9 à 10 euros, quel que soit le mode de production, le type d'établissement. Globalement, voilà, on arrive quand même à 9 à 10 euros.
Et puis, on a pu voir aussi, là où il y avait du matériel peut-être à remettre au goût du jour ou à racheter, là où peut-être il manquera du personnel, ou bien là où le personnel, il va falloir changer un peu son planning. Et puis, les besoins logistiques, notamment de livraison des repas, pour pouvoir se projeter sur un court repas en liaison chaude. Et en fait, le résultat de l'étude de faisabilité nous a montré aussi la diversité des statuts juridiques et du coup des modes de gouvernance. Tout ça, ça complique la mutualisation. Je l'ai mis en jaune parce qu'effectivement, mutualiser, ça veut dire aussi mettre autour de la table un établissement médico-social qui peut être privé associatif, avec des cantines qui sont gérées par les communes. Nous, le pilote com de com, c'est encore différent. Et puis, on a entre deux le prestataire de restauration collective qui est omniprésent sur le territoire. Donc lui, entreprise privée. Tout ça se mélange, on dialogue, mais n'empêche qu'on ne décide pas les choses pareilles. On ne peut pas être dans les mêmes temporalités et les mêmes documents juridiques. Donc c'est ça qui est aussi compliqué quand on mutualise. Et ensuite, là, on a passé une phase d'expérimentation avec une restauration scolaire pilote pour chaque site qui cuisine. Donc les communes que je vous ai présentées qui étaient plus au nord, c'est Croisilles, et plus au sud-est, c'était Hermies. Donc à Hermies, c'est un ESAT qui fait des repas pour ses propres travailleurs et pour la cantine scolaire de la commune, où là, il y a une grande satisfaction gustative, il y a de plus en plus d'enfants et d'enseignants à la cantine, et quasiment plus de gaspillage alimentaire. Donc très gros succès. Et à Croisilles, pareil, c'est quand même meilleur, mais par contre, le personnel de cantine qui distribue les repas, donc dans la cantine satellite, ils ont été un peu perturbés. Donc là, on a vraiment décelé un frein qui est, il faut vraiment former et accompagner le personnel de cantine quand on change de mode de restauration. Par exemple, nous, on est passé en liaison chaude. Par contre, pour les deux, il y a un surcoût du repas. Voilà, parce que là, on l'a dit tout à l'heure, le nombre de repas à livrer ou à confectionner en plus, le nombre de repas joue sur le coût. Et là, comme c'est de l'expérimentation, il y avait peu de repas, il y avait une seule cantine, on est sur une cinquantaine de repas, et en fait, ça coûte plus cher que ce qui était fait avant. Mais du coup, il faut comparer ce qui est comparable. D'où le passage par la méthode ABC avec la PASP, qui analyse les coûts complets. C'est-à-dire qu'on a une commune qui va nous dire, mais jusque-là, moi, mes repas, je les achetais à 4,50 à mon prestataire. Aujourd'hui, vous me dites que ça va me coûter 9 euros. Non, c'est pas possible. Et donc, on fait l'exercice avec eux, enfin, surtout la PASP, on leur demande d'aller faire l'exercice avec les élus locaux pour aller chercher dans la compta combien ça vous coûte le personnel de la cantine, il y a combien de personnes qui y travaillent. Faut pas oublier la secrétaire qui passe les commandes des repas, on prend pas que la dame de cantine. Il y a aussi la dame qui accompagne les enfants dans le bus. Ensuite, les fluides, voilà, combien coûte le bâtiment, les investissements parce qu'il y a un four pour réchauffer les repas, du coup combien ça coûte en énergie. Des fois le personnel, en fait le personnel, la dame de cantine, elle bosse quelques heures pour la cantine, mais le reste du temps elle va faire le ménage, rien à voir avec les repas. Donc il faut faire des prorata, ce que disait Eric tout à l'heure. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment du temps à passer. Et du coup, là, dans les deux cas, les communes ont décidé d'assumer le surcoût parce que, phase d'expérimentation, on veut voir si ça marche et on est moteur pour mettre ça en place. On peut passer. Voilà. Donc aujourd'hui, je vérifie juste. Oui, après j'ai encore un truc. Aujourd'hui, donc la rentabilité économique augmentera si le nombre de repas augmente. Sauf que si le nombre de repas augmente, il faut un agrément cuisine centrale pour nos deux cuisines qui aujourd'hui ne sont pas agréées cuisine centrale. Elles peuvent cuisiner quelques repas en plus, mais pas au-delà d'un pourcentage. Sauf que l'agrément pour augmenter le nombre de repas, en fait, parfois ça va déclencher des investissements matériels et humains. Du coup, les établissements veulent un engagement
à ce qu'il y ait des communes qui vont commander les repas, sauf que les communes ne commanderont les repas que si elles savent combien ça va leur coûter, et donc elles s'engageront à ce moment-là. Sauf que pour calculer le coût, il faut qu'on ait le coût du transport des repas, qui dépendra du nombre de repas à livrer, ce qui dépend du nombre de restaurations qui s'engagent. D'où, ben, comme dans l'expérimentation, les premiers vont supporter un surcoût pour qu'ensuite on mette en route la machine et qu'il y ait d'autres cantines qui se joignent et qui mutualisent aussi cette liaison chaude. Et de plus, la communauté de communes n'est pas compétente sur la restauration collective, notamment scolaire. Et donc, voilà, elle ne peut pas se dire, ben, moi je prends le surcoût en charge. Non, en fait, on ne peut pas faire comme pour nous parce que c'est pas pour nous. Et du coup, on passe juste à la dernière diapo, je pense, qui nous pose la question, du coup, ben voilà, de la gouvernance. Parce que, comme je vous disais, on n'est pas compétent au niveau communauté de communes et donc le PAT porté par la com de com ne peut pas voilà, tout décider, tout gérer, tout. Et puis l'idée est bien sûr d'échanger, de discuter. Et surtout, voilà, la gouvernance, en fait, servirait à sécuriser les parties prenantes. En fait, on répartit les risques pour que, ben voilà, s'il y a un problème ou qu'une cantine se désiste du groupement, eh bien, les autres cantines n'aient pas un surcoût immédiat, mais qui est vraiment un esprit vraiment de mutualisation qui permette voilà, de sécuriser chacun sur les risques pour tous. Animer la coopération et donc les mutualisations. Voilà, pour l'instant, la com pilote un peu l'expérimentation, mais il y a un moment donné, il faudra peut-être une entité juridique qui permette de dire, ben, vous souhaitez être membre, vous souhaitez profiter du groupement, il faut être membre, voilà, quel est votre rôle, qu'est-ce que ça implique, comment on va travailler ensemble. Intégrer des nouvelles parties prenantes, voilà. Donc, j'ai mis exemple fournisseur de denrées, ben, par exemple, aujourd'hui, un producteur de viande locale voudrait fournir les cantines, enfin les cuisines centrales, il pourrait faire partie du groupement. Et ça pourrait aussi, lui, le sécuriser. Et puis, bah, voilà, pour gérer les manquements hein, liés au départ, j'en ai parlé. Hein, on a une commune qui s'est désistée, donc forcément, ça fait une cantine de moins, ça fait moins de repas, donc ça fait plus de coûts pour les autres. Donc là, on est face à vraiment une problématique. Et puis, bien sûr que cette gouvernance permettrait aussi voilà, de travailler sur l'objectif premier qui était respecter la loi Egalim, diminuer le gaspillage alimentaire et approvisionner les cantines, certes en local, mais surtout aussi sur le pourcentage en produits labellisés SICO, dont bio. Voilà un peu pour ma présentation. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Oui, merci beaucoup Clotilde, c'était très clair et ça illustre bien en effet toute la démarche. Ouais, on va prendre les quelques questions qui sont apparues dans le fil du chat. On a une première question sur le coût. Est-ce que ça vous coûte plus cher depuis que vous passez par l'alimentation locale? Il y avait déjà une partie de la réponse. C'est ça. En fait, oui, pour l'instant, ça coûte plus cher, mais le but, en fait, on s'est rendu compte que normalement, en fait, si on arrive à équilibrer la fabrication de repas, la possibilité en nombre de repas et en face les cantines qui vont commander, on pourra arriver à un tarif quasi équivalent si on assume le fait que oui, le repas est un petit peu plus cher, mais il est bien meilleur et on n'a plus de gaspillage alimentaire. Donc, il faut intégrer le qualitatif aussi. On a une deuxième question sur les statuts juridiques. Donc, sur les statuts juridiques et les différents modes de gouvernance, est-ce que vous avez été aidé par un juriste? On est accompagné par la PASP. Et dans la PASP, ils sont plusieurs et il y a des spécialistes ouais, qui nous ont bien aidés sur ces aspects-là. Une troisième question sur les communes. Comment les communes accueillent-elles cette possibilité qui leur est offerte? Sentez-vous un vrai engouement? Bien sûr qu'on a des communes qui demandent que ça, d'avoir des repas en liaison chaude parce que ça va être meilleur. Maintenant, voilà, ils sont pas non plus
partant tout de suite. Déjà, c'est pas l'élu seul, par exemple le maire d'une commune qui va décider, parce que quand c'est des groupements de communes, il y a plusieurs communes, il y a plusieurs maires et des conseils municipaux. Donc de toute façon, la démarche de décision, elle est longue et elle concerne voilà, les différents élus des communes concernées. Et donc même si un élu dit si, tant que c'est meilleur, on va y aller, bah en fait le coût du repas va jouer énormément parce que la question va se poser, est-ce que on fait payer les familles plus cher ou est-ce que la commune décide d'assumer le surcoût? Aujourd'hui, les deux communes qui ont expérimenté, elles assumaient le surcoût, normalement plutôt temporairement, quoi. Donc il y a un engouement pour le principe, mais après, l'engagement de fait, là, on est un petit peu coincé, c'est l'œuf ou la poule, quoi. On a besoin de savoir qui va s'engager pour faire une estimation du coût du repas, mais ils veulent le coût du repas pour s'engager. Il y a une interrogation de Céline Mécrel sur la place du prestataire. Voilà, pourquoi le prestataire fait partie du tour de table? Alors, il n'est pas dans des comités de pilotage stratégique, voilà, il n'est pas invité tout le temps. Euh, En fait, le prestataire, bah, on est un peu obligé de le mettre dans la boucle parce que c'est lui qui cuisine. Donc, notamment là, dans un des établissements, c'est le prestataire qui cuisine. Donc, l'établissement lui avait confié toute la mission de restauration. Bien sûr qu'il y a des régulations quand on a décelé voilà, des problématiques de calcul du coût qui étaient facturées à l'établissement. Mais il fait partie prenante puisque c'est son personnel qui va cuisiner. Euh, Après, Eric, si vous pouvez m'aider un petit peu sur un peu voilà ce qu'on. Non, bah c'est ça. Enfin, si initialement, à la base, la maison d'accueil spécialisée avait son propre personnel et on n'aurait pas forcément besoin d'eux. Sauf que là, ils exploitent la cuisine, ils sont responsables de la production, donc c'est eux qui doivent faire la démarche de qualification en cuisine centrale. Et on peut pas se passer d'eux et de leur savoir-faire. Enfin, déposer un dossier d'agrément cuisine centrale, c'est pas anodin. Et enfin voilà, c'est pas dans l'absolu, c'est pas nécessaire, mais en l'espèce, on peut pas se priver de leur concours. Même si les vrais choix politiques, comme Adeline disait, les choix politiques, on, on les fait sans eux. Enfin, le comité de pilotage, ils n'en font pas partie. Euh, on s'approche de midi. Je vous propose là peut-être de prendre une dernière question, s'il y en a. Vous pouvez peut-être la préciser dans le chat et peut-être en attendant que cette question arrive, je voudrais peut-être me tourner aussi vers Clotilde pour lui poser une question donc tu as précisé à plusieurs reprises en effet que la collectivité n'a pas la compétence restauration collective. Mais donc, ce qui peut sembler finalement, en tout cas en se dotant de cette compétence-là, possiblement la discussion se passerait avec euh, peut-être plus de fluidité avec les communes. Mais donc, ça pose cette question, est-ce qu'il est question aujourd'hui au sein de la collectivité d'avancer dans cette saisine de cette compétence-là? Non, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour actuellement. En tout cas, voilà, même si les élus peuvent se poser la question, mais non, non, en fait, les élus locaux qui ont leur cantine scolaire préfèrent gérer leur propre cantine dans le sens, voilà, garder leur personnel, leur façon de fonctionner. En fait, on a aussi des communes qui préfèrent quatre composantes, ou cinq, je ne sais plus. Enfin, voilà, il y a différents choix aussi sur les modalités de repas. Donc, on ne souhaite pas la prendre. En plus, suite aux échanges que j'entends avec d'autres chargés de mission PAT, la prise de compétences restauration collective, ça implique
En fait, il faut créer un service en tant que tel parce que c'est énormément de choses à gérer. Et ne serait-ce que gérer le personnel des différents lieux de restauration, c'est énorme, c'est un boulot énorme. Donc, voilà, ça aurait beaucoup d'avantages. Mais aujourd'hui, nous, sur le Sud-Artois, non, c'est pas encore en question. On préfère voilà, faire travailler chacun, faire coopérer chacun, qui est vraiment cette dynamique de coopération sur le territoire, plutôt que voilà, nous prendre la main. Dès le départ, en fait, hein, on s'est dit, ben, on fait notre propre cuisine centrale et point barre, on a résolu la question, mais non. En fait, c'était pas la solution envisagée. On a préféré voilà, utiliser l'existant et intégrer tout le monde aux réflexions. Et comme ça, voilà, ça crée aussi une dynamique territoriale qui laisse la place à tout le monde et chacun garde ses particularités. Ok, alors pour aller un peu dans ce sens lié aux compétences, je vois que Paul Serge pose une question qui, on le sait, est chère à à son attention. La compétence agri-alim est-elle inscrite dans les statuts de l'EPCI? Clotilde, c'est une question Bon, pour toi, hein. Et inscrite donc dans là, les statuts. En fait, on a pris une compétence alimentation durable. Ce qui englobe en fait les actions du projet alimentaire territorial. Donc relocaliser, développer la bio, sensibiliser, faire de l'éducation à l'alimentation durable. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas la compétence restauration collective. restauration collective. Ok, très bien. Paul Serge, je ne sais pas si cette précision vient apporter, éclaire un peu la situation. Et donc, je propose de prendre une dernière question, Marie-Pierre. Combien de temps peut prendre une mutualisation? Je ne sais pas si quelqu'un détient la réponse ici. Ben là, moi, je regardais dans mon diapo, vous voyez les premières études, c'est-à-dire qu'avant, il y a déjà eu des démarches de se poser la question et on a demandé à la PASP des premières études d'opportunité en 2022. On va arriver bientôt en 2027. Ça prend un peu de temps. Parce que avant même que nous on commence à participer aux travaux, il y avait déjà eu une première cartographie qui avait été menée. Oui. Donc je ne sais pas combien de temps ça avait pris, mais ouais, ça remonte. En vrai, ça a commencé avant 2022, ça c'est sûr. Oui, on s'est vraiment interrogé sur la restauration collective à partir de, moi, quand je suis à peu près arrivée, 2018-2019, quoi. Ok, très bien. Et après, il y a le temps, pardon. Après, il y a le temps qui nous est un peu imposé. Les élections municipales, ça crée un stand-by de 6 à 8 mois, par exemple. Et puis on a des stades en fait, parce que les repas, ben, ça se fait sur une année scolaire. Donc en fait, il y a des choses, on peut pas, faut attendre une nouvelle année scolaire pour mettre en place des choses. Et puis après, hop, on va se dépêcher parce qu'il y a les délais de rétractation de la contractualisation avec un prestataire pour passer à un autre. Entre deux, il y a des prises de décision. Donc tout est très long aussi pour ça. C'est que c'est des actions liées à une temporalité annuelle, quoi. On comprend bien qu'il y a plusieurs agendas qui viennent à se superposer et que donc la décision, elle est aussi séquencée par ces jalons obligatoires d'espace de discussion, de contraintes contractuelles. Ok, très bien. Bah, écoutez, votre propos était assez et bien complémentaire et très clair. On vous remercie de ce temps de partage. On arrive au bout de notre séquence de webinaire pour aujourd'hui. Donc, il nous revient à vous remercier à nouveau, Clotilde et Eric, pour ces temps d'explication, de partage. Peut-être que vous avez assisté à ce webinaire. Donc, nous, on continue d'essayer de répondre au mieux à vos attentes quand vous êtes sur ces missions d'animation de PAT avec possiblement le sujet de la Restoco. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette séquence, histoire de vous rappeler également que les précédents webinaires restent en ligne, ainsi que celui-ci hein, qui sera bientôt mis en ligne sur le site du CERD. Vous pouvez revoir les différentes séquences. Et d'ores et déjà, vous invitez à placer sur votre agenda les rendez-vous qui se passeront pour maintenant au second semestre. On poursuivra le 25 septembre sur la question de l'alimentation du territoire par la commande publique sans risquer le localisme, puisque vous savez, c'était précisé tout à l'heure par
par Clotilde, en effet, qu'est-ce que c'est que la désignation locale. Donc, on sera sur un temps sur comment la commande publique peut être précisée pour aider à accompagner ça dans la restauration collective. Et pour que vous l'ayez dans votre agenda, sachez que la prochaine, en fin d'année, le 27 novembre, on aura un autre webinaire à venir. Voilà, il nous reste à vous remercier de votre présence aujourd'hui et puis on se verra certainement bientôt dans un autre cadre. Vous savez que d'ores et déjà, on peut ici en profiter pour le réseau PAT. Vous pouvez en parler autour de vous et en particulier à vos élus. On réunira le club des élus PAT le 8 septembre à Amiens. Et on abordera le sujet de la place centrale que peut et doit prendre le PAT dans le projet de territoire. Merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on vous dit à bientôt.